Lecture à voix haute d'extraits des 20 romans de la série des Rougon-Macquart de Émile Zola. Premier roman, La fortune des Rougon. Premier extrait, La promenade nocturne de Miette et de Silver. Un dimanche soir, vers 7 heures, un jeune homme sortit doucement de la passe Saint-Mitre et, rasant les murs, s'engagea parmi les poutres du chantier. On était dans les premiers jours de décembre 1851. Il faisait un froid sec. La lune, pleine en ce moment, avait ses clartés aiguës particulières aux lunes d'hiver. Le chantier, cette nuit-là, ne se creusait pas sinistrement comme par les nuits pluvieuses. Éclairé de larges nappes de lumière blanche, il s'étendait dans le silence et l'immobilité du froid avec une mélancolie douce. Le jeune homme s'arrêta quelques secondes sur le bord du champ, regardant devant lui d'un air de défiance. Il tenait caché sous sa veste la crosse d'un long fusil, dont le canon, baissé vers la terre, luisait au clair de lune. Serrant l'arme contre sa poitrine, il scruta attentivement du regard les carrés de ténèbres que les tas de planches jetaient au fond du terrain. Il y avait là comme un damier blanc et noir de lumière et d'ombre, aux cases nettement coupées. Au milieu de l'air, sur un morceau du sol gris et nu, les tréteaux des sieurs de long se dessinaient, allongés, étroits, bizarres, pareils à une monstrueuse figure géométrique tracée à l'encre sur du papier. Le reste du chantier, le parquet de poutres, n'était qu'un vaste lit où la clarté dormait, à peine striée de minces raies noires par les lignes d'ombre qui coulaient le long des gros madriers. Sous cette lune d'hiver, dans les silences glacés, ce flot de mâts couchés, immobiles, comme raidis de sommeil et de froid, rappelait les morts du vieux cimetière. Le jeune homme ne jeta sur cet espace vide qu'un rapide coup d'œil. Pas un être, pas un souffle, aucun péril d'être vu ni entendu. Les taches sombres du fond l'inquiétaient davantage. Cependant, après un court examen, il se hasarda, il traversa rapidement le chantier. Dès qu'il se sentit à couvert, il ralentit sa marche. Il était alors dans l'allée verte qui longe la muraille derrière les planches. Là, il n'entendit même plus le bruit de ses pas. L'herbe gelée craquait à peine sous ses pieds. Un sentiment de bien-être parut s'emparer de lui. Il devait aimer ce lieu, ni craindre aucun danger, ni rien venir chercher que de doux et de bon. Il cessa de cacher son fusil. L'allée s'allongeait, pareille à une tranchée d'ombre. De loin en loin, la lune glissant entre deux tas de planches coupait l'herbe d'un rai de lumière. Tout dormait, les ténèbres et les clartés d'un sommeil profond, doux et triste. Rien de comparable à l'épais de ce sentier. Le jeune homme le suivit dans toute sa longueur. Au bout, à l'endroit où les murailles du jas Meffrin font un angle, il s'arrêta, prêtant l'oreille comme pour écouter si quelque bruit ne venait pas de la propriété voisine. Puis, n'entendant rien, il se baissa, écarta une planche et cacha son fusil sous un tas de bois. Il y avait là, dans l'angle, une vieille pierre tombale, oubliée lors du déménagement de l'ancien cimetière, et qui, posée sur champ et un peu de biais, faisait une sorte de banc élevé. La pluie en avait émietté les bords, la mousse la rongeait lentement. On eût cependant pu lire encore au clair de lune ce fragment d'épitaphe gravé sur la face qui entrait en terre. Sigie, Marie, morte. Le temps avait effacé le reste. Quand il eut caché son fusil, le jeune homme, écoutant de nouveau et n'entendant toujours rien, se décida à monter sur la pierre. Le mur était bas. Il posa les coudes sur le chaperon, mais au-delà de la rangée de mûriers qui longe la muraille, il ne vit qu'une plaine de lumière. Les terres du jas Meffrin, plates et sans arbres, s'étendaient sous la lune comme une immense pièce de linge écrue. À une centaine de mètres, l'habitation et les communs habités par le Méger faisaient des taches d'un blanc plus éclatant. Le jeune homme regardait de ce côté avec inquiétude, lorsqu'une horloge de la ville se mit à sonner 7 heures, à coups graves et lents. Il compta les coups. Puis il descendit de la pierre, comme surpris et soulagé. Il s'assit sur le banc, en homme qui consent à une longue attente. Il ne semblait même pas sentir le froid. Pendant près d'une demi-heure, il demeura immobile, les yeux fixés sur une masse d'ombre, songeur. Il s'était placé dans un coin noir, mais peu à peu, la lune qui montait le gagna, et sa tête se trouva en pleine clarté.
C'était un garçon à l'air vigoureux, dont la bouche fine et la peau encore délicate annonçaient la jeunesse. Il devait avoir 17 ans. Il était beau d'une beauté caractéristique. Sa face, maigre et allongée, semblait creusée par le coup de pouce d'un sculpteur puissant. Le front montueux, les arcades sourcilières proéminentes, le nez en bec d'aigle, le menton fait d'un large méplat, les joues accusant les pommettes et coupées de plans fuyants, donnaient à la tête un relief d'une vigueur singulière. Avec l'âge, cette tête devait prendre un caractère osseux trop prononcé, une maigreur de chevalier errant. Mais à cette heure de puberté, à peine couverte aux joues et au menton de poils follets, elle était corrigée dans sa rudesse par certaines mollesses charmantes, par certains coins de la physionomie restés vagues et enfantines. Les yeux d'un noir tendre, encore noyés d'adolescence, mettaient aussi de la douceur dans ce masque énergique. Toutes les femmes n'auraient point aimé cet enfant, car il était loin d'être ce qu'on nomme un joli garçon, mais l'ensemble de ses traits avait une vie si ardente et si sympathique, une telle beauté d'enthousiasme et de force, que les filles de sa province, ces filles brûlées du midi, devaient rêver de lui, lorsqu'il venait à passer devant leur porte par les chaudes soirées de juillet. Il songeait toujours, assis sur la pierre tombale, ne sentant pas les clartés de la lune qui coulaient maintenant le long de sa poitrine et de ses jambes. Il était de taille moyenne, légèrement trapu. Au bout de ses bras trop développés, des mains d'ouvrier, que le travail avait déjà durcies, s'émanchaient solidement. Ses pieds, chaussés de gros souliers lacés, paraissaient forts, carrés du bout. Par les attaches et les extrémités, par l'attitude alourdie des membres, il était peuple. Mais il y avait en lui, dans le redressement du cou et dans les lueurs pensantes des yeux, comme une révolte sourde contre l'abrutissement du métier manuel qui commençait à le courber vers la terre. Ce devait être une nature intelligente, noyée au fond de la pesanteur de sa race et de sa classe, un de ces esprits tendres et exquis logés en pleine chair et qui souffrent de ne pouvoir sortir rayonnant de leur épaisse enveloppe. Aussi, dans sa force, paraissait-il timide et inquiet, ayant honte à son insu de se sentir incomplet et de ne savoir comment se compléter. Brave enfant dont les ignorances étaient devenues des enthousiasmes, cœur d'homme servi par une raison de petit garçon, capable d'abandon comme une femme et de courage comme un héros, ce soir-là, il était vêtu d'un pantalon et d'une veste de velours de coton verdâtre à petites côtes. Un chapeau de feutre mou posé légèrement en arrière lui jetait au front une raie d'ombre. Lorsque la demie sonna à l'horloge voisine, il fut tiré en sursaut de sa rêverie. En se voyant blanc dans la lumière, il regarda devant lui avec inquiétude. D'un mouvement brusque, il rentra dans le noir. Mais il ne put retrouver le fil de sa rêverie. Il sentit alors que ses pieds et ses mains se glaçaient. Et l'impatience le reprit. Il monta de nouveau jeter un coup d'œil dans le Jaméfrin, toujours silencieux et vide. Puis, ne sachant plus comment tuer le temps, il redescendit, prit son fusil dans le tas de planches où il l'avait caché, et s'amusa à en faire jouer la batterie. Cette arme était une longue et lourde carabine, qui avait sans doute appartenu à quelque contrebandier. À l'épaisseur de la crosse et à la culasse puissante du canon, on reconnaissait un ancien fusil à pierre qu'un armurier du pays avait transformé en fusil à piston. On voit de ces carabines-là accrochées dans les fermes au-dessus des cheminées. Le jeune homme caressait son arme avec amour. Il rabattit le chien à plus de 20 reprises, introduisit son petit doigt dans le canon et examina attentivement la crosse. Peu à peu, il s'anima d'un jeune enthousiasme, auquel se mêlait quelque enfantillage. Il finit par mettre la carabine en joue, visant dans le vide comme un conscrit qui fait l'exercice. 8 heures ne devaient pas tarder à sonner. Il gardait son arme en joue depuis une grande minute, lorsqu'une voix, légère comme un souffle, basse et haletante, vint du Jaméfrin. « Es-tu là, Silver ?» demanda la voix. Silver laissa tomber son fusil et d'un bond se trouva sur la pierre tombale. « Oui, oui !» répondit-il en étouffant également sa voix. « Attends, je vais t'aider !» Il n'avait pas encore tendu les bras qu'une tête de jeune fille apparut au-dessus de la muraille. L'enfant, avec une agilité singulière, s'était aidé du tronc d'un mûrier et avait grimpé comme une jeune chatte. À la certitude et à l'aisance de ses mouvements, on voyait que cet étrange chemin devait lui être familier. En un clin d'œil, elle se trouva assise sur le chaperon du mur. Alors Silver la prit dans ses bras et la posa sur le banc. Mais elle se débattit. « Laisse donc !» disait-elle avec un rire de gamine qui joue. « Laisse donc! Je sais bien descendre toute seule. » Puis quand elle fut sur la pierre. « Tu m'attends depuis longtemps ? J'ai couru.
Je suis tout essoufflé. Silver ne répondit pas. Il ne paraissait guère en train de rire. Il regardait l'enfant d'un air chagrin. Il s'assit à côté d'elle en disant « Je voulais te voir, Miette. Je t'aurais attendu toute la nuit. Je pars demain matin au jour. » Miette venait d'apercevoir le fusil couché sur l'herbe. Elle devint grave. Elle murmura « Ah, c'est décidé. Voilà ton fusil. » Il y eut un silence. « Oui, » répondit Silver d'une voix plus mal assurée encore. « C'est mon fusil. J'ai préféré le sortir ce soir de la maison. Demain matin, tante Dide aurait pu me le voir prendre et cela l'aurait inquiété. Je vais le cacher. Je viendrai le chercher au moment de partir. » Et comme Miette semblait ne pouvoir détacher les yeux de cette arme qu'il avait si sottement laissée sur l'herbe, il se leva et la glissa de nouveau dans le tas de planches. « Nous avons appris ce matin, dit-il en se rasseyant, que les insurgés de la Palue et de Saint-Martin-de-Vaux étaient en marche, et qu'ils avaient passé la nuit dernière à Alboise. Il a été décidé que nous nous joindrions à eux. Cet après-midi, une partie des ouvriers de Plassans ont quitté la ville. Demain, ceux qui restent encore iront retrouver leurs frères. » Il prononça ce mot de frère avec une emphase juvénile. Puis s'animant, d'une voix plus vibrante, « La lutte devient inévitable, ajouta-t-il. Mais le droit est de notre côté. Nous triompherons. » Miette écoutait Silver, regardant devant elle, fixement, sans voir. Quand il se tut, elle dit « C'est bien. » Et au bout d'un silence, « Tu m'avais averti, cependant. J'espérais encore. Enfin, c'est décidé. » Ils ne purent trouver d'autres paroles. Le coin désert du chantier, la ruelle verte, reprit son calme mélancolique. Il n'y eut plus que la lune vivante faisant tourner sur l'herbe l'ombre des tas de planches. Le groupe, formé par les deux jeunes gens sur la pierre tombale, était devenu immobile et muet dans la clarté pâle. Silver avait passé le bras autour de la taille de Miette, et celle-ci s'était laissée aller contre son épaule. Ils ne changèrent pas de baiser, rien qu'une étreinte où l'amour avait l'innocence attendrie d'une tendresse fraternelle. Miette était couverte d'une grande mante brune à capuchon qui lui tombait jusqu'aux pieds et l'enveloppait tout entière. On ne voyait que sa tête et ses mains. Les femmes du peuple, les paysannes et les ouvrières portent encore en Provence ces larges mantes que l'on nomme pelisses dans ce pays et dont la mode fait remonter fort loin. En arrivant, Miette avait rejeté le capuchon en arrière. Vivant en plein air, de sang brûlant, elle ne portait jamais de bonnet. Sa tête nue se détachait vigoureusement sur la muraille blanchie par la lune. C'était une enfant, mais une enfant qui devenait femme. Elle se trouvait à cette heure indécise et adorable, où la grande fille naît dans la gamine. Il y a alors, chez toute adolescente, une délicatesse de boutons naissants, une hésitation de forme d'un charme exquis. Les lignes pleines et voluptueuses de la puberté s'indiquent dans les innocentes maigreurs de l'enfance. La femme se dégage avec ses premiers embarras pudiques, gardant encore à demi son corps de petite fille et mettant à son insu dans chacun de ses traits l'aveu de son sexe. Pour certaines filles, cette heure est mauvaise. Celles-là croisent brusquement, enlaidissent, deviennent jaunes et frêles comme des plantes hâtives. Pour Miette, pour toutes celles qui sont riches de sang et qui vivent en plein air, c'est une heure de grâce pénétrante qu'elle ne retrouve jamais. Miette avait 13 ans. Bien qu'elle fût forte déjà, on ne lui en eût pas donné davantage, tant sa physionomie riait encore. Par moments, d'un rire clair et naïf. D'ailleurs, elle devait être nubile. La femme s'épanouissait rapidement en elle grâce au climat et à la vie rude qu'elle menait. Elle était presque aussi grande que Silver, grasse et toute frémissante de vie. Comme son amie, elle n'avait pas la beauté de tout le monde. On ne l'eût pas trouvée laide, mais elle eût paru au moins étrange à beaucoup de jolis jeunes gens. Elle avait des cheveux superbes, plantés rudes et droits sur le front. Ils se rejetaient puissamment en arrière, ainsi qu'une vague jaillissante, puis coulaient le long de son crâne et de sa nuque, pareil à une mer crépue, pleine de bouillonnements et de caprices d'un noir d'encre. Ils étaient si épais qu'elle ne savait qu'en faire. Ils la gênaient. Elle les tordait en plusieurs brins, de la grosseur d'un poignet d'enfant, le plus fortement qu'elle pouvait, pour qu'ils tinssent moins de place, puis elle les massait derrière sa tête. Elle n'avait guère le temps de songer à sa coiffure, et il arrivait toujours que ce chignon énorme, fait sans glace et à la hâte, prenait sous ses doigts une grâce puissante.
À la voir coiffée de ce casque vivant, de ce tas de cheveux frisés qui débordaient sur ses tempes et sur son cou comme une peau de bête, on comprenait pourquoi elle allait tête nue, sans jamais se soucier des pluies ni des gelées. Sous la ligne sombre des cheveux, le front très bas avait la forme et la couleur dorée d'un mince croissant de lune. Les yeux gros, à fleur de tête, le nez court, large, aux narines et relevé du bout, les lèvres, trop fortes et trop rouges, eussent paru autant de laideur si on l'eût examiné à part. Mais pris dans la rondeur charmante de la face, vu dans le jeu ardent de la vie, ces détails du visage formaient un ensemble d'une étrange et saisissante beauté. Quand Miette riait, renversant la tête en arrière et la penchant mollement sur son épaule droite, elle ressemblait à la Bacchante antique, avec sa gorge gonflée de gaieté sonore, ses joues arrondies comme celles d'un enfant, ses larges dents blanches, ses torsades de cheveux crépus que les éclats de sa joie agitaient sur sa nuque, ainsi qu'une couronne de pampres. Et pour retrouver en elle la Vierge, la petite fille de 13 ans, il fallait voir combien il y avait d'innocence dans ces rires gras et souples de femme faite. Il fallait surtout remarquer la délicatesse encore enfantine du menton et la pureté molle des tempes. Le visage de Miette, hâlé par le soleil, prenait sous certains jours des reflets d'ambre jaune. Un fin duvet noir mettait déjà, au-dessus de sa lèvre supérieure, une ombre légère. Le travail commençait à déformer ses petites mains courtes, qui auraient pu devenir, en restant paresseuses, d'adorables mains potelées de bourgeoises. Miette et Silver restèrent longtemps muets. Ils lisaient dans leurs pensées inquiètes. Et à mesure qu'ils descendaient ensemble dans la crainte et l'inconnu du lendemain, ils se serraient d'une étreinte plus étroite. Ils s'entendaient jusqu'au cœur. Ils sentaient l'inutilité et la cruauté de toute plainte faite à voix haute. La jeune fille ne put cependant se contenir davantage. Elle étouffait. Elle dit en une phrase leur inquiétude à tous deux. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» balbutia-t-elle en se penchant au cou de Silver. Silver, sans répondre, la gorge serrée et craignant de pleurer, comme elle, la baisa sur la joue, en frères qui ne trouvent pas d'autre consolation. Ils se séparèrent, ils retombèrent dans leur silence. Au bout d'un instant, Miette frissonna. Elle ne s'appuyait plus contre l'épaule de Silver, elle sentait son corps se glacer. La veille, elle n'eût pas frissonné de la sorte au fond de cette allée déserte sur cette pierre tombale où depuis plusieurs saisons ils vivaient si heureusement leur tendresse dans la paix des vieux morts. « J'ai bien froid, dit-elle en remettant le capuchon de sa pelisse. « Veux-tu que nous marchions ?» lui demanda le jeune homme. « Il n'est pas 9 heures, et nous pourrons faire un bout de promenade sur la route. » Miette pensait qu'elle n'aurait peut-être pas de longtemps la joie d'un rendez-vous, d'une de ces causeries du soir pour lesquelles elle vivait les journées. « Oui, marchons, répondit-elle vivement. « Allons jusqu'au moulin. Je passerai la nuit si tu voulais. » Ils quittèrent le banc et se cachèrent dans l'ombre d'un tas de planches. Là, Miette écarta sa pelisse, qui était piquée à petits losanges et doublée d'une indienne rouge sang. Puis elle jeta un pan de ce chaud et large menton sur les épaules de Silver, l'enveloppant ainsi tout entier, le mettant avec elle, serré contre elle, dans le même vêtement. Ils passèrent mutuellement un bras autour de leur taille pour ne faire qu'un. Quand ils furent ainsi confondus en un seul être, quand ils se trouvèrent enfouis dans les plis de la pelisse au point de perdre toute forme humaine, ils se mirent à marcher à petits pas, se dirigeant vers la route, traversant sans crainte les espaces nus du chantier blanc de lune. Miette avait enveloppé Silver, et celui-ci s'était prêté à cette opération d'une façon toute naturelle, comme si la police leur eût chaque soir rendu le même service. La route de Nice, aux deux côtés de laquelle se trouve bâti le faubourg, était bordée en 1851 d'ormes séculaires, vieux géants, ruines grandioses et pleines encore de puissance que la municipalité proprette de la ville a remplacées depuis quelques années par de petits platanes. Lorsque Silver et Miette se trouvèrent sous les arbres, dont la lune dessinait le long du trottoir les branches monstrueuses, ils rencontrèrent, à 2 ou 3 reprises, des masses noires qui se mouvaient silencieusement au ras des maisons. C'étaient, comme eux, des couples d'amoureux, hermétiquement clos dans un pan d'étoffe, promenant au fond de l'ombre leur tendresse discrète. Les amants des villes du Midi ont adopté ce genre de promenade. Les garçons et les filles du peuple, ceux qui doivent se marier un jour, et qui ne sont pas fâchés de s'embrasser un peu auparavant, ignorent où se réfugier pour échanger des baisers à l'aise sans trop s'exposer au bavardage. Dans la ville, bien que les parents leur laissent une entière liberté, s'ils louaient une chambre, s'ils se rencontraient seul à seul, ils seraient le lendemain le scandale du pays. D'autre part,
Ils n'ont pas le temps, tous les soirs, de gagner les solitudes de la campagne. Alors, ils ont pris un moyen terme. Ils battent les faubourgs, les terrains vagues, les allées, des routes, tous les endroits où il y a peu de passants et beaucoup de trous noirs. Et pour plus de prudence, comme tous les habitants se connaissent, ils ont le soin de se rendre méconnaissables en s'enfouissant dans une de ces grandes mantes qui abriteraient une famille entière. Les parents tolèrent ces courses en pleines ténèbres. La morale rigide de la province ne paraît pas s'en alarmer. Il est admis que les amoureux ne s'arrêtent jamais dans les coins, ni ne s'assoient au fond des terrains. Et cela suffit pour calmer les pudeurs effarouchées. Rien de plus charmant en vérité que ces promenades d'amour. L'imagination câline et inventive du midi est là tout entière. C'est une véritable mascarade, fertile en petits bonheurs et à la portée des misérables. L'amoureuse n'a qu'à ouvrir son vêtement. Elle a un asile tout prêt pour son amoureux. Elle le cache sur son cœur, dans la tiédeur de ses habits. Le fruit défendu prend ici une saveur particulièrement douce. Il se mange en plein air, au milieu des indifférents, le long des routes. Et ce qu'il y a d'exquis, ce qui donne une volupté pénétrante aux baisers échangés, ce doit être la certitude de pouvoir s'embrasser impunément devant le monde, de rester des soirées en public au bras l'un de l'autre, sans courir le danger d'être connu et montré au doigt. Un couple n'est plus qu'une masse brune, il ressemble à un autre couple. Pour le promeneur attardé qui voit vaguement ces masses se mouvoir, c'est l'amour qui passe, rien de plus. L'amour sans nom, l'amour qu'on devine et qu'on ignore. Les amants se savent bien cacher. Ils causent à voix basse. Ils sont chez eux. Le plus souvent, ils ne disent rien. Ils marchent pendant des heures au hasard, heureux de se sentir serrés ensemble dans le même bout d'indienne. Cela est très voluptueux. Le climat est le grand coupable. Lui seul a dû d'abord inviter les amants à prendre les coins des faubourgs pour retraite. Par les belles nuits d'été, on ne peut faire le tour de Plassans sans découvrir dans l'ombre de chaque pan de mur un couple encapuchonné. Certains endroits, l'air Saint-Mitre par exemple, sont peuplés de ces dominos sombres qui se frôlent lentement, sans bruit, au milieu des tiédeurs de la nuit sereine. On dirait les invités d'un bal mystérieux que les étoiles donneraient aux amours des pauvres gens. Quand il fait trop chaud et que les jeunes filles n'ont plus leur pelisse, elles se contentent de retrousser leurs premières jupes. L'hiver, les plus amoureux se moquent des gelées. Tandis qu'ils descendaient sur la route de Nice, Silver et Miette ne songeaient guère à se plaindre de la froide nuit de décembre. Les jeunes gens traversèrent le faubourg endormi, sans échanger une parole. Ils retrouvaient avec une muette joie le charme tiède de leur étreinte. Leur cœur était triste. La félicité qu'ils goûtaient à se serrer l'un contre l'autre avait l'émotion douloureuse d'un adieu, et il leur semblait qu'ils n'épuiseraient jamais la douceur et l'amertume de ce silence qui berçait lentement leur marche. Quand les jeunes gens eurent commencé à descendre l'avenue, la pensée de Miette retourna au jamais frein qu'ils venaient de laisser derrière eux. « J'ai eu grand-peine à m'échapper ce soir, dit-elle. Mon oncle ne se décidait pas à me congédier. Il s'était enfermé dans un cellier et je crois qu'il y enterrait son argent, car il a paru très effrayé ce matin des événements qui se préparent. » Silver eut une étreinte plus douce. « Va, répondit-il, sois courageuse. Il viendra un temps où nous nous verrons librement toute la journée. Il ne faut pas se chagriner. »« Oh, reprit la jeune fille en secouant la tête, tu as de l'espérance, toi. Il y a des jours où je suis bien triste. Ce ne sont pas les gros travaux qui me désolent. Au contraire, je suis souvent heureuse des duretés de mon oncle et des besognes qu'il m'impose. Il a eu raison de faire de moi une paysanne. J'aurais peut-être mal tourné car, vois-tu, Silver, il y a des moments où je me crois maudite. Alors je voudrais être morte. Je pense à celui que tu sais. » En prononçant ces dernières paroles, la voix de l'enfant se brisa dans un sanglot. Silver l'interrompit d'un ton presque rude. « Tais-toi, dit-il. Tu m'avais promis de moins songer à cela. Ce n'est pas ton crime. » Puis il ajouta d'un accent plus doux. « Nous nous aimons bien, n'est-ce pas? Quand nous serons mariés, tu n'auras plus de mauvaises heures. »« Je sais, murmura Miette. Tu es bon, tu me tends la main. Mais que veux-tu? J'ai des craintes. Je me sens des révoltes parfois. Il me semble qu'on m'a fait tort, et alors j'ai des envies d'être méchante. Je t'ouvre mon cœur à toi. Chaque fois qu'on me jette le nom de mon père au visage, j'éprouve une brûlure par tout le corps. Quand je passe et que les gamins crient « Hé, la Chantegreil !» cela me met hors de moi. Je voudrais les tenir pour les battre. Et après un silence farouche, elle reprit. « Tu es un homme, toi. Tu vas tirer des coups de fusil. Tu es bien heureux. » Silver l'avait laissé parler. Au bout de quelques pas, il dit d'une voix triste.
Tu as tort, Miette. Ta colère est mauvaise. Il ne faut pas se révolter contre la justice. Moi, je vais me battre pour notre droit à tous. Je n'ai aucune vengeance à satisfaire. N'importe, continua la jeune fille. Je voudrais être un homme et tirer des coups de fusil. Il me semble que cela me ferait du bien. Et comme Silver gardait le silence, elle vit qu'elle l'avait mécontenté. Toute sa fièvre tomba. Elle balbutia d'une voix suppliante. « Tu n'en veux pas. C'est ton départ qui me chagrine et qui me jette à ces idées-là. Je sais bien que tu as raison, que je dois être humble. » Elle se mit à pleurer. Silver, ému, prit ses mains qu'il baisa. « Voyons, dit-il tendrement, tu vas de la colère aux larmes comme une enfant. Il faut être raisonnable, je ne te gronde pas, je voudrais simplement te voir plus heureuse. Et cela dépend beaucoup de toi. » Le drame dont Miette venait d'évoquer si douloureusement le souvenir laissa les amoureux tout attristés pendant quelques minutes. Ils continuèrent à marcher la tête basse, troublés par leurs pensées. Au bout d'un instant, « Me crois-tu beaucoup plus heureux que toi ?» demanda Silver, revenant malgré lui à la conversation. « Si ma grand-mère ne m'avait recueilli et élevé, que serais-je devenu? À part l'oncle Antoine, qui est ouvrier comme moi, et qui m'a appris à aimer la République, tous mes autres parents ont l'air de craindre que je ne les salisse, quand je passe à côté d'eux. » Il s'animait en parlant. Il s'était arrêté, retenant Miette au milieu de la route. « Dieu m'est témoin, continua-t-il, que je n'envie et que je ne déteste personne. Mais si nous triomphons, il faudra que je leur dise leurs faits à ces beaux messieurs. C'est l'oncle Antoine qui en sait long là-dessus. Tu verras à notre retour. Nous vivrons tous libres et heureux. » Miette l'entraîna doucement. Ils se remirent à marcher. « Tu l'aimes bien, ta République, dit l'enfant en essayant de plaisanter. M'aimes-tu autant qu'elle ? » Elle riait, mais il y avait quelque amertume au fond de son rire. Peut-être se disait-elle que Silver la quittait bien facilement pour courir les campagnes. Le jeune homme répondit d'un ton grave. « Toi, tu es ma femme. Je t'ai donné tout mon cœur. J'aime la République, vois-tu, parce que je t'aime. Quand nous serons mariés, il nous faudra beaucoup de bonheur. Et c'est pour une part de ce bonheur que je m'éloignerai demain matin. Tu ne me conseilles pas de rester chez moi. »« Oh non !» s'écria vivement la jeune fille. « Un homme doit être fort, c'est beau le courage. » « Il me faut me pardonner d'être jalouse. Je voudrais bien être aussi forte que toi. Tu m'aimerais encore davantage, n'est-ce pas ?» Elle garda un instant le silence. Puis elle ajouta avec une vivacité et une naïveté charmantes. « Ah, comme je t'embrasserai volontiers quand tu reviendras !» Ce cri d'un cœur aimant et courageux toucha profondément Silver. Il prit Miette entre ses bras et lui mit plusieurs baisers sur les joues. L'enfant se défendit un peu en riant. Et elle avait des larmes d'émotion plein les yeux. Fin du premier extrait.